Bonjour, deuxième extrait de Métabolisme, matière en circulation, matière en transformation de Pierre Desvaux, Clément Dillenseger et Laetitia Mongeard, paru dans une coédition Cité Anthropocène, édition 205 dans la collection À partir de l'Anthropocène en 2024. Quelques extraits du chapitre Un métabolisme à partager. Les métabolismes sont des réalités situées. Les matières qui circulent et façonnent nos environnements et nos quotidiens dépendent d'arbitrages sociaux et politiques. Cela signifie que des formes de gestion alternatives et plus vertueuses pour les écosystèmes sont possibles. Il existe un vrai paradoxe entre le fait d'être lié quotidiennement à des flux de matière très divers et le fait de ne pas du tout nous les représenter individuellement et collectivement. D'où vient cette pomme que je viens de manger ? D'où vient l'eau qui chasse mes excréments du fond de la cuvette ? Jusqu'où iront ces excréments ? Avec quelles conséquences ? D'où vient le papier qui compose ce livre ? Par quels moyens toutes ces choses se déplacent-elles ? D'un point de vue écologique, que coûtent ces déplacements ? Tout ce qui est consommé par les humains, eau, aliments, matières premières, biens manufacturés, vient de quelque part et risque de finir sa course dans un autre endroit que celui de son origine. Il semble impossible de dresser une cartographie exhaustive de ces flux mondialisés et il serait épuisant de tous les conscientiser. Pour autant, avoir une meilleure connaissance de ces flux pourrait nous aider à comprendre les relations écologiques qui se tissent à travers les objets et matières de notre quotidien. Si les grèves des éboueurs à Paris en 2023 ou des agriculteurs en Europe en 2024 ont fait l'objet d'une large médiatisation, aboutissant parfois à des victoires politiques, c'est en raison de leur caractère métabolique. En effet, à moins d'être interrompus, les flux quotidiens sont invisibles pour le commun des mortels et pour les personnalités politiques. La possibilité qu'ont certains corps de métier d'être vus et entendus est proportionnelle à leur capacité à modifier ou à interrompre les flux d'énergie et de matière. Ces événements-interruptions nous rappellent collectivement que nos existences ne sont pas hors sol, que les territoires de vie du quotidien ne sont pas autosuffisants. Paris ne pourrait pas vivre sans les communes de banlieue qui accueillent incinérateurs et stations d'épuration, ni sans les agriculteurs et usines qui produisent la nourriture et les biens manufacturés de ses habitants et de ses touristes. L'invisibilité des flux et de la logistique a des conséquences importantes. On ne peut pas agir démocratiquement sur ce que l'on ne connaît pas. Comment pourrait-on débattre de ce qu'on ignore ou de ce que nous sommes incapables de décrire ? Cette question est centrale pour le penseur de l'environnement Bruno Latour. Pour lui, la description est le premier geste politique, celui sans lequel aucun changement de cap politique ne semble envisageable. Dans Où atterrir, il écrit que toute politique serait malhonnête qui ne proposerait pas d'abord de décrire nos territoires de vie devenus invisibles. Ces territoires de vie ne sont pas nos seules rues et quartiers du quotidien. Il s'agit de l'ensemble des espaces dans lesquels les vies humaines s'inscrivent en puisant des ressources et en excrétant des matières. En circulant, ces matières modifient profondément les équilibres écologiques des territoires. Elles nous lient à d'autres vivants, humains et non humains, qui habitent dans ces ailleurs dont dépend notre ici. Mais comment connaître ces flux ? Doit-on se résoudre à les voir interrompus pour éprouver le manque, pour nous sentir reliés aux lieux et aux êtres dont nous dépendons ? Est-ce le seul moyen pour nous interroger sur leur origine et ou leur destination ? En France, l'origine des produits alimentaires doit légalement figurer sur l'emballage ou sur le lieu de vente. C'est une forme de savoir métabolique partagé dont l'objectif est double. Faire une place symbolique dans le produit à son producteur, ou en tout cas à son lieu d'origine, et guider les actes d'achat des consommateurs. On sait toutefois que sur ce dernier point, l'origine des produits n'est pas déterminante pour la majorité des consommateurs, le prix restant la variable la plus importante. Comme l'a documenté la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier, les pratiques individuelles dites durables ou engagées servent même à se distinguer socialement et participent à creuser les différences de classe. Tout un chacun est sachant. Les expériences vernaculaires du monde sont légitimes et leurs récits doivent être entendus. Ce qui mobilise politiquement des riverains face à un projet d'infrastructure, ce n'est pas seulement le fait d'accéder au savoir froid et objectif des risques environnementaux, c'est aussi des émotions.
la peur, la colère, etc., et une affection ou un attachement pour le territoire local. Se sentir lié au métabolisme, les voir, les entendre, se les représenter, est donc la condition première pour les connaître et les réorienter. Il n'y aura pas de remise en cause démocratique de nos modes de vie tant que la transition écologique se fera selon les seules grammaires expertes, sans l'adhésion des habitants, sans leur représentation vernaculaire, sans leurs savoirs expérientiels, sans leurs récits et donc sans leur sensibilité. La puissance politique d'une approche sensible des métabolismes réside aussi dans l'imagination et la créativité. Imaginez d'autres circulations métaboliques, d'autres modes de fonctionnement territoriaux ou d'autres matérialités du quotidien fait advenir des récits alternatifs. Ces nouveaux récits ouvrent des horizons. Ils permettent de penser au-delà des discours dominants, comme ceux qui mythifient le recyclage et l'économie circulaire et servent avant tout les intérêts capitalistes des industriels.